Ok, donc objectif du cours, c'est à partir de cette sculpture en blocking, comment on va continuer à créer des nouveaux objets, extraire des nouvelles formes. On va commencer par tout ce qui est squelette, d'accord? Donc au niveau de mon blocking, alors pour le setup, je vais garder mon blocking tel qu'il est, parce que plus tard, je viendrai rajouter les mains, et je reviendrai sur ce blocking-là pour faire le squelette, en réutilisant certaines parties en fonction de comment la sculpture évolue. Mais ici, je vais repartir de la tête. Donc je vais dupliquer la tête. Avec un shift-click, je la descends ici en dessous de mes subtools pour ne plus qu'elle soit dans mon dossier blocking. D'accord. Donc shift-click sur la flèche ici permet de bouger le subtool tout en dessous de la pile. Donc je peux refermer ma pile blocking. Je vais cacher d'ailleurs cette partie-là. Et ici, je vais vous montrer comment extraire la mâchoire sans devoir la resculpter. Donc le problème qu'il y a quand on fait un extract, c'est que si je masque la mâchoire pour l'extraire, euh, avec le système d'épaisseur, je pourrais avoir des problèmes au niveau de la sculpture que j'ai déjà faite. Ici, je vais utiliser une autre technique, c'est le clipping. Donc avec CTRL et SHIFT, j'ai accès aux outils de lasso. Je vais cacher avec Alt, donc CTRL SHIFT et Alt, cacher la mâchoire. D'accord. Une fois que la mâchoire est cachée, eh bien, je peux faire un... Alors là, on va le voir directement ici dans les subtools. Je fais un split hidden. Et là, il me crée un nouveau subtool avec ce qui était caché. D'accord. Donc on peut cacher une partie du modèle et splitter ce qui est caché pour en créer un nouvel objet. Alors ici, au niveau de la nature de mon objet, je suis toujours en Dynamesh. Vous voyez qu'il y a un trou, d'accord? Le fait de séparer les faces, ça a créé un trou. Eh bien, pour combler le trou, je peux juste recalculer mon Dynamesh. Du coup, euh, parfois, il y a encore un petit peu de choses à cleaner, et donc là, je smooth et je recalcule le Dynamesh sur les bordures, ici, pour cleaner un petit peu les bordures avant de resculpter. Mais vous voyez qu'on peut donc créer un nouvel objet simplement en séparant des faces les unes des autres et en recréant en recalculant le Dynamesh. Ici, je vais aussi utiliser les outils de clipping, cette fois-ci le clip curve, pour nettoyer. Donc ici, deux clics pour faire un coin, un seul clic sur Alt pour faire des contrôleurs de courbes. Là, je nettoie l'intérieur, je recalcule mon Dynamesh pour smoother un peu. Ok. Et donc là, j'ai bien maintenant mon objet crâne et mon objet mâchoire inférieure. Du coup, je peux faire le même traitement pour la partie crâne. Je recalcule le Dynamesh. Alors ici, c'est intéressant parce que le Dynamesh, donc, il calcule une espèce de peau pour boucher le trou qui existait, et parfois il fait des peaux qui sont assez fines et qui peuvent créer des problèmes ou des trous. On a vu que l'Inflate pouvait corriger ça. Ici, j'ai par exemple envie d'utiliser du claytube, donc claytube. Si je rajoute du claytube pour ajouter de la matière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que je travaille des deux côtés des faces en même temps. Et ça pose de gros problèmes au niveau euh, de la, on va dire, cohérence technique de la sculpture. Parce que si je recalcule un Dynamesh, ça fait des trous, et là on a des problèmes. Donc quand vous êtes devant ce cas de figure-là, vous pouvez, dans le menu brush, activer au niveau de l'automasking le backface mask. Si j'active le backface mask maintenant, eh bien, regardez, je travaille d'un côté du modèle sans affecter ce qui n'est pas dirigé vers l'écran. Et je peux recalculer mon Dynamesh pour récupérer
récupérer du volume. Ça va? Bon, ici je vais simplifier encore un peu ici pour avoir un trou. Voilà. Je vais utiliser le clé tube pour avoir un petit peu plus de matière au niveau de la bordure ici. Et avec un masque, je vais masquer cette matière-là pour pouvoir, avec de l'inflate, avec du move, rentrer un petit peu l'intérieur ici du palais. Ok, une fois que c'est fait, je recalcule mon Dynamesh pour pouvoir intégrer tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne maintenant un trou entre la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure et quelque chose de très précis entre les deux mâchoires. Donc là, on voit qu'on peut, à partir d'un objet, séparer l'objet en deux pour pouvoir maintenant continuer à travailler, par exemple, sur la forme de la mâchoire ici, pour que ce soit un petit peu plus organique au niveau de l'intersection entre les deux objets, avec une petite malléole qui vient ici. Je peux amener des volumes secondaires ici au niveau de la mâchoire, etc. D'accord? Et continuer à travailler sur la mâchoire sans chaque fois devoir faire attention à la pommette. Donc là, c'est beaucoup plus facile de travailler sur cette partie-ci sans que ce soit soudé à la pommette. D'accord? Donc ça, c'est une des techniques qui est assez aisée. Qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on l'adapter au niveau de notre sculpture? À quel autre endroit on pourrait utiliser ça? Bien ici, par exemple, j'ai envie de faire deux os. Donc j'ai envie d'avoir un os qui parte ici au-dessus et qui arrive ici au niveau du pouce. Alors là, je vais sans doute avoir besoin de rajouter de la définition à un moment donné. Et alors, je vais avoir un os qui va venir ici sur le côté. Donc, il y a un os qui vient jusqu'ici et qui va jusque là. Ok. Et l'autre os qui va venir s'emboîter dedans, dans l'autre sens. Eh bien, je peux les sculpter sur mon base mesh, à partir de mon base mesh. J'aurais peut-être dû dupliquer mon base mesh pour le faire, mais ça, je vous montrerai comment récupérer des objets dans votre scène. Parce que maintenant, si je veux travailler sur les deux os indépendamment, ben chaque fois, je dois masquer un os avant de pouvoir sélectionner l'autre. Ça devient vite problématique, donc on va séparer les deux éléments aussi. Eh bien, pareil, je peux séparer l'élément ici en cachant cette partie-ci. Là, j'intervertis pour pouvoir cacher ici le reste. Donc j'ai bien un os ici. Je peux faire aussi un split hidden. Maintenant, j'ai mes deux os qui sont séparés. Alors je vais les mettre en dessous de ma... Donc ici, ils sont tout en dessous de ma pile aussi, comme ça je peux travailler dessus plus facilement. Et idem, je recalcule mon Dynamesh, et avec le clé tube, je peux continuer à travailler dessus. Donc là, je lui donne un petit peu plus d'épaisseur sur la partie intérieure que je viens de créer. Et là, je me retrouve avec un objet qui va me servir à sculpter un os
et ce sera beaucoup plus facile de jouer sur sa forme sans qu'il ne soit attaché à l'autre os. Ce que je vous conseille, c'est que même si ce sont deux os qui sont censés être séparés, je vous conseille quand même de les joindre, de les interpénétrer l'un dans l'autre. Comme ça, quand vous ferez votre low poly, vous pourrez faire juste un low poly qui englobe le tout plutôt qu'avoir deux morceaux avec un trou au milieu. Ou alors vous bouchez le trou. Ouais, je vais vous montrer peut-être comment boucher le trou. Donc là, je calcule mon Dynamesh. Je vais utiliser du clé tube ici pour remplir un peu l'intérieur, smoother et recalculer le Dynamesh pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc là, je vais créer un trou pour vous montrer après comment éventuellement le boucher. Donc j'ai deux os à la place d'un seul. Donc je vais activer la transparence et activer le ghost pour pouvoir venir modifier ce qui est à l'intérieur sans être gêné par ce qui est affiché devant. Donc si on ne fait pas ça, on ne sait pas accéder à la sculpture de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Donc là, j'écarte un petit peu pour faire un trou entre les deux os. Donc celui-ci, il va aller un petit peu plus au niveau du coude. Donc il y aura la pointe ici au niveau du coude. Oui. C'est transparence et activer ghost. C'est les deux icônes ici. Si on active la transparence seulement, on n'a pas forcément la possibilité de travailler sur ce qui est caché. Et donc, alt-clic sur les différents objets pour les sélectionner dans la vue. D'accord. Donc, un alt-clic sur un objet dans la vue permet de travailler dessus. Donc, vous n'êtes pas obligé chaque fois de passer sur votre liste de subtools. Donc là, je viens rajouter des moyennes fréquences qui m'intéressent avec la silhouette qui m'intéresse aussi. Dans tous les axes, d'accord, dans tous les angles de vue, bien travailler sur les formes que vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, j'ai deux os avec un trou. Si je ne fais pas d'interpénétration entre les deux, je vais devoir aller faire une retopo à l'intérieur de ce machin-là. Ça va coûter cher. Et avec le budget que je donne pour la réalisation de ce personnage-là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire. D'ailleurs, on verra avec la cage thoracique qu'on va garder la cage thoracique du blocking à l'intérieur des côtes pour optimiser son travail aussi. Et bien ici, je vais aller chercher avec contrôle, je vais aller chercher un petit objet. Je vais faire un extract de cet objet-là. Je vais rapidement passer en Dynamesh pour pouvoir l'utiliser comme bloqueur en fait. D'accord. Donc c'est juste un morceau de mèche qui va servir à combler le trou que je viendrai teinter de couleur foncée. D'accord. Et qui viendra s'insérer entre les deux os pour faire l'illusion du trou. Ça va? Et donc pour faire l'illusion du trou, il faut juste qu'il soit bien en intersection ici avec les différents os. Donc ici je le fais gonfler un petit peu. Je vais rajouter une subdivision sur cet objet-là pour le lisser un petit peu, même deux subdivisions. Je lisse un peu. Je rajoute une subdivision ou deux sur cet objet-là pour le lisser un petit peu. Alors ici j'ai rajouté des subdivisions avec un masque, ça c'est pas bon, il faut vraiment enlever le masque, voilà. Et maintenant j'ai donc je rentre bien ça à l'intérieur. J'ai mon objet que je pourrais
béquet. Et ici, je vais rajouter quelques moyennes fréquences au niveau des détails des œufs pour les finaliser. Donc ici, c'est la même chose que pour le crâne. On peut rajouter quelques moyennes fréquences secondaires avec des accroches osseuses qui vont venir autour des malléoles, par exemple. Donc ça, c'est avec le dam standard que je viens rajouter des moyennes fréquences ici autour. D'accord, donc on rajoute des accroches osseuses. Non, c'est pas cette forme-là que je vais mettre là. Cette forme-là, je la mettrai autre part. On peut rajouter des trous pour faire passer des nerfs et des veines et des bidules. On peut aussi avoir des craquelures, donc des anciennes blessures ou des fêlures dans les os pour rajouter les moyennes fréquences. Et on va rester sur ce genre de détails-là. Ça va? On ne va pas rajouter plus de détails que ça, sauf si vraiment vous voulez pousser plus loin, mais voilà une manière de finaliser le travail. Alors ici, c'est ici que je vais rajouter la pointe du coude. Avec une moyenne fréquence qui va plonger vers le bas ici. Là, j'ai trop de subdivisions pour bien smoother, donc j'enlève une subdivision. Et c'est ici que je vais avoir l'espèce de petite rotule qu'on a à l'arrière du... Ok. Et donc petit à petit, on vient rajouter quelques moyennes fréquences pour habiller notre squelette. Donc là, on vient de voir comment, à partir d'un bloc qui était assez monolithique, comment, à partir du bloc, on crée plusieurs éléments pour se faciliter le travail. Parce que si on veut ajuster la forme, par exemple, de ceci, eh bien ici, avec un move, je peux ajuster la silhouette sans chaque fois complètement péter ce que j'ai là au-dessus. D'accord? Donc l'objectif, c'est d'être plus à l'aise et d'avoir plus de souplesse au niveau de ce que vous voulez sculpter. Ça va? Donc chaque fois que vous avez besoin de sculpter des choses avec plus de précision ou sans être embêté par ce qui passe devant, eh bien vous séparez les objets. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez avoir autant d'objets que votre PC vous permet d'en avoir. Alors attention, votre PC à la maison est peut-être plus puissant que celui qui est à l'école, donc méfiez-vous de l'effet de... quand vous travaillez chez vous, vous êtes peinard, puis que vous revenez ici, il n'y a plus moyen de travailler. Pourquoi? Parce que le nombre de polygones est peut-être un petit peu plus limité sur les machines de l'école. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, pour un objet, un personnage complet, comme on va le faire ici, on pourrait arriver à 10 millions de points. D'accord? Pour un personnage complet haute définition, on pourrait arriver à 100 millions. Si vous arrivez à 100 millions pour un personnage aussi simple que ça, c'est qu'il y a un problème au niveau de la résolution, c'est que vous mettez trop de définition sur les objets alors que ce n'est pas nécessaire. Ça va? Donc en théorie, vous pourriez vous débrouiller avec on va dire 10 millions de points maximum pour cet objet-là, pour ce projet-là. Alors, autre chose, quand vous avez commencé à créer différents objets,
vous voyez qu'au niveau de vos subtools, ça commence à être un petit peu plus compliqué à gérer. N'hésitez pas à classer vos objets en fonction de leur localisation. Par exemple ici, ces 3 objets-ci forment l'avant-bras. Je vais sûrement les mettre aussi avec l'os du bras que je ferai après. Eh bien, je vais mettre un nouveau folder en sélectionnant un des objets. Je vais appeler ça arms. Voilà. Et donc j'ai un dossier arms et dedans, je mets tout ce qui fait partie du bras. D'accord? Comme ça, je simplifie mon dossier de travail au fur et à mesure. Là, j'ai tout ce qui va concerner la tête. Donc, new folder, ici. Head. D'accord? Et donc, je vais aussi mettre celui-là dedans. Voilà. Et donc, petit à petit, bien, j'ai mes folders qui arrivent avec la tête. Ici, bah, j'ai déjà fait le thorax, donc j'ai le thorax qui arrive. Et donc, petit à petit, on vient construire notre modèle. Ça va? Donc là, on vient de voir quelques nouveaux outils, donc qui permettent d'extraire des éléments les uns des autres juste en les séparant, en cachant une partie et en séparant. Il y a moyen de faire énormément de choses avec ça, hein. Comme vous pouvez le voir ici, ça va être vraiment un outil que vous allez utiliser beaucoup. J'ai mon blocking qui est ici, ok. Alors, au niveau des dents, sur le premier projet qu'on a fait, vous avez sculpté les dents directement sur le... Donc ici, je vais sculpter une dent. Vous sculptiez les dents directement sur le modèle. D'accord? Le problème, c'est que si je veux plus de résolution, je dois ramener plus de résolution partout. D'accord? Donc c'est pas spécialement intéressant. Et en plus, si je veux travailler sur les gencives, ben, je dois chaque fois masquer les dents pour travailler sur la gencive, etc. Ça prend du temps. Donc ce que je vous propose de faire aussi pour les dents, c'est de faire des dents en objets séparés. Là, je vais enlever la symétrie et extraire un petit morceau de géométrie ici qui va me servir de faire une dent. Alors, c'est énorme, mais c'est pas un problème parce que l'objectif, c'est juste d'amener la matière à cet endroit-là. Alors, au niveau du Dynamesh, comme c'est un petit objet, ben, je peux déjà aller plus haut. Voilà. Et là, je vais juste smoother ça pour que ça diminue de volume. Et donc ici, je vais juste sculpter une première dent. Et quand vous faites ce genre d'opération, c'est-à-dire que ici, je vais sculpter une dent correctement, puis je vais la dupliquer, bien, autant le faire bien directement, donc autant que ce soit assez propre, vu que après vous allez la dupliquer, et si c'est propre, bah, vous aurez déjà toutes des dents qui sont bien clean. Donc je prends le temps de bien cleaner ici la dent. Là, je vais faire un Dynamesh encore plus haut parce que comme ça, je ne pète pas les bordures. Et ici, j'essaie de faire une dent bien clean. Donc chaque fois, je recalcule un Dynamesh. Donc je fais une incisive. Je tourne un peu autour partout pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. Là, j'ai une dent qui fonctionne bien. Je vais rajouter une subdivision pour smoother tout ça. Et une petite rotation. Alors, au niveau du modificateur ici de l'outil de transformation, quand vous l'activez et qu'il n'est pas dans votre vue, c'est qu'il se trouve au milieu de l'écran quelque part. D'accord? Donc il faut dézoomer. D'accord? Et ça se trouve ici quelque part. Pour le recentrer sur votre
géométrie, vous cliquez ici sur la troisième icône, et là ça se recentre automatiquement sur votre géométrie. Pour changer l'orientation du pivot, c'est avec Alt que vous allez pouvoir modifier l'orientation du pivot pour que ce soit aligné sur votre objet. D'accord? Donc là, je place le pivot pour pouvoir faire des transformations plus faciles. Sans Alt, du coup, je repositionne ma dent. Et donc, une fois que j'ai créé cet objet dent, je vais pouvoir le dupliquer. Donc là, je la remets bien au centre par rapport à mon axe de symétrie ici. Et je vais utiliser cette dent-là que je vais dupliquer et que je vais chaque fois bouger. Et donc là, vous comprenez qu'au lieu de sculpter toutes les dents, eh bien, on va juste dupliquer et modifier sa forme, sa taille si on en a besoin. Donc ici, je vais faire une incisive ici. Non, une canine. Donc il y aura une incisive, une canine. Et puis après, je vais faire des molaires. Donc je vais dupliquer. Alors vous n'êtes pas obligé de faire les 32 dents, hein, d'accord? Donc là, je fais une molaire. Alors la molaire, je vais en profiter tant que je suis dessus pour la spécifier. Je vais subdiviser encore une fois pour que ce soit bien propre, bien lisse. Et je vais aplatir tout ça pour que ce soit une molaire de cheval. Donc là, comme je vais faire deux molaires, j'en fais une proprement. Et les autres, en fait, elles viendront grâce à la duplication. Donc là, je vais dupliquer la molaire et la bouger. On voit que le pivot reste bien aligné. Et là, j'ai ma deuxième molaire. Normalement, sur celle-ci, il y a 4 pics, mais là, on s'en fout un peu. Ok. Donc là, je lui ai fait ces 4 dents. Alors ça devient une canine. Donc aussi, je vais la spécifier. Voilà. On a fait 4 dents. Eh bien, on va merger les dents. Donc là, je prends celle qui est le plus au-dessus et je fais un merge down. D'accord. Je vais symétriser ça. Alors, comme il y a déjà une subdivision, pour symétriser, je vais vous montrer une autre manière. C'est dans Z-Plugin Subtool Master, il y a un mirror ici. Et donc, on peut, en mergeant en une seule subtool, sur l'axe X, faire une symétrie. Et là, donc, il garde les subdivisions et il merge les deux éléments entre eux. Donc, c'est une autre manière de créer la symétrie sur un objet qui n'était pas symétrique. Une fois qu'il y a déjà des subdivisions, donc une fois qu'on a déjà travaillé un petit peu plus dessus. Le Mirror and Weld dans Modify Topology, c'est quand on est à l'étape du sketch, où on est encore dans du Dynamesh, il n'y a pas de subdivision, on veut juste resymétriser ou recréer la symétrie, on peut juste cliquer là-dessus. Ici, quand on a des subdivisions, bonjour, pas de souci. Quand on a des subdivisions, on va utiliser un autre outil.
Euh, pour faire les dents du dessous, pareil. Je vais dupliquer mon objet et je vais faire une rotation. Alors là, je vais décocher la symétrie. Comme ça, il met le pivot au centre. Je fais ma rotation avec Shift à 180 degrés. Comme ça, je peux réactiver la symétrie. Et là maintenant, je vais faire un move et une rotation et faire les dents du dessous. Tu peux faire mirror et changer l'axe. Ouais. Donc effectivement, hein, la manière d'arriver à l'objectif dans ZBrush, il y a autant de manières qu'il y a d'artistes. Hein. Donc franchement, vous pouvez expérimenter votre propre manière de voir les choses et de ressentir les choses. Alors une fois que c'est dupliqué, ben, on peut spécifier. Par exemple ici, je vais agrandir un petit peu les canines inférieures et ça va remonter un petit peu sur les canines, sur les incisives qu'il y a ici. Et c'est sa mâchoire inférieure qui va être un petit peu vers l'avant, donc il est un petit peu prognate, notre pauvre Hulk. Et donc ça, c'est vous que je sais. Je peux aussi venir replacer légèrement les molaires. Et alors ici, je vais utiliser un outil qui s'appelle Spiral, B-S-A. Non, B-S-A. Non, B-S. Ah, ils ont retiré l'outil Spiral. Oui, d'une version ZBrush à l'autre, ils vont planquer, ils vont planquer les brushes, enfin les anciennes brushes dans une trousse et ils remettent que les nouvelles dans la trousse de base. Donc la brush spirale c'est intéressant parce qu'elle tourne, elle fait tourner le modèle euh, en fonction du point central de la broche dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est facile pour tordre le modèle avec, si on prend une grosse broche, il fait tourner tout le modèle, etc. Alors pour aller charger les anciennes brushes, on fait un load brush et on va browser là où Pixologic a installé ZBrush. Donc c'est Pixologic, donc c'est dans Programme, MNOP, Pixologic, PQRS, il n'est pas là, NOPQ, ok, document non plus. Alors où a-t-il été mettre ça? Pixologic, non. Tiens, j'ai loupé un truc ou quoi? Pixologic. J'étais aveugle pendant un certain temps. Donc dans ZBrushes, vous avez une kyrielle, et quand je dis une kyrielle, c'est une kyrielle puisque depuis 2002, ils ne font que rajouter ici des bidules, et donc je vais aller voir un peu, peut-être dans Display, non. Où ont-ils caché la spirale? Et vous voyez que dans chaque dossier, vous pouvez avoir plusieurs broches. Alors je vais faire une recherche sur mon dossier. Ah, mais
Alors ça veut dire qu'elle est toujours ici. Ah oui, elle est là. Bon, ok. Bon, brush spirale. Alors, brush spirale, le centre, c'est le centre de la transformation. Avec Alt, on tourne dans un sens. Sans le Alt, on tourne dans l'autre sens. Et avec la taille du pinceau, on détermine ce qui est influencé. D'accord? Donc ici, je me mets au milieu et je peux légèrement modifier la courbure de mes dents. Et je vais faire la même chose ici. D'accord? Et avec du move, je vais replacer les dents correctement les unes au-dessus des autres. D'accord? Donc là, c'est faire ça. Si vous sculptez les dents directement dans la sculpture, c'est impossible de faire des ajustements pareils, hein. Vous vous rendez bien compte que grâce au fait de séparer les éléments, eh bien, ça nous permet de travailler facilement sur les différentes parties qui composent le tout. Idem pour l'intégration de la dent dans la gencive. Donc je vais rajouter une subdivision sur la mâchoire ici pour travailler un petit peu là-dessus. Eh bien, avec la broche standard, je peux venir faire des petites boursouflures ici. Et donc j'intègre les éléments les uns dans les autres. Donc ça va être aussi un travail important à faire dans votre sculpture. C'est une fois que vous créez des nouveaux objets, c'est chaque fois de venir les intégrer avec les autres objets. D'accord? Donc avec un petit peu plus de précision, on va faire les contours ici des gencives pour garder un petit peu le style. Donc ici je vais activer la transparence et le ghost pour pouvoir sculpter le creux au bord de la dent. Donc si on n'active pas le ghost, mais seulement la transparence, on n'arrive pas vraiment à sculpter derrière le modèle qui est là. D'accord? Et là on voit que ça commence à vraiment bien s'intégrer. Et ça nous permet aussi de faire toute une série de moyennes fréquences ici au niveau au niveau de la mâchoire inférieure. Et avec le dame standard, venir préciser un petit peu certaines choses. Et on amène les moyennes fréquences qui viennent finaliser l'objet petit à petit. Ça va, vous voyez un petit peu comment continuer à faire évoluer votre objet? Ça va, vous n'avez pas de questions par rapport à ces outils-là? Dis-moi. Oui? Ah, non, c'est pas la même chose en fait. Donc, je vais remontrer peut-être sur... donc avec CTRL et SHIFT, je vais cacher ce que je veux séparer. D'accord? Ça, c'est pour splitter avec le split hidden. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai deux objets différents. Ces objets sont troués, vu que c'était un objet complet qu'on a coupé en deux.
Donc je recalcule le Dynamesh pour refermer mon objet. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends le clip curve pour venir soit de cleaner en aplatissant sur la courbe ce qui a été projeté et recalculer les mèches, soit de cleaner en venant, par exemple, ici. Donc là, je n'enlève pas de la matière, je projette la matière sur ma courbe. Et je recalcule mon Dynamesh. D'accord? Parce que si je fais ça sur la tête complète, voilà. Donc si je fais ça ici, voilà ce qu'il fait en fait. Et ce qui était au-dessus a disparu. Donc c'est pour ça que je le fais en deux étapes. Je sépare et puis je nettoie. Ça va? Donc l'outil de clipping ici, c'était vraiment pour nettoyer, nettoyer cette partie-là. Ça va? Voilà, donc on a vu la tête, on a vu les bras. On va voir maintenant le thorax par exemple. Parce que là pour le thorax on va aussi utiliser un nouvel outil. Alors vous voyez que je vais sauver ceci. Et donc au début du cours je vous proposais de conserver votre blocking pour travailler. Et ici au niveau de mon blocking j'ai pété les avant-bras. Parce que je ne les ai pas dupliqués et j'ai directement taillé dedans. Comment récupérer l'avant-bras d'un autre dossier pour le remettre ici à la bonne place? Donc il y a moyen de transférer des subtools d'un fichier à l'autre. Pour ça c'est assez simple. Donc ici je vais réafficher mon blocking dans lequel il manque donc les avant-bras. D'accord? Donc ça c'est le fichier ZBrush 17. Bon, j'ai ouvert plusieurs fichiers ZBrush ici, hein, d'accord? J'ai ouvert déjà un autre. Je vais cliquer ici sur le petit R pour supprimer les autres fichiers ouverts et pour n'avoir que le ZTool sélectionné qui est dispo. D'accord? Donc ça c'est resetter tous les ZTools ouverts dans la boîte de modification. Je vais charger un autre fichier ZTool. Je vais prendre un ancien. Je vais prendre celui qui date du 1, du 12, parce que je sais que là-dedans, j'ai cet objet-là que je veux récupérer. Eh bien, dans l'ancien, je sélectionne le subtool dont j'ai besoin, je retourne dans l'autre, et dans mon menu Append, maintenant, je peux faire un Append du subtool sélectionné dans l'autre fichier ouvert. Et si je clique dessus, maintenant, ça apparaît dans mes subtools qui sont ici. Donc j'ai fait passer un subtool sélectionné d'un fichier ZBrush à mon nouveau fichier ZBrush. Et donc cet objet apparaît tout en dessous ici dans mes subtools et je vais le replacer dans mon blocking. Ça va? Donc maintenant j'ai recomposé mon blocking. Donc on vient de voir comment finalement travailler sur différents fichiers ZBrush et faire passer des subtools d'un fichier à l'autre. Ça va? Donc si vous avez des problèmes avec la version que vous avez maintenant et vous dites ouais mais sur la version que j'avais hier il y avait cet objet là qui était mieux, vous pouvez aller la rechercher. Vous n'êtes pas obligé de refaire votre travail, vous pouvez combiner ça comme ça. Ok? Donc maintenant j'aimerais bien faire le thorax. Alors le thorax, vous voyez que ce sont des objets assez longs. Faire ça à la main, ça peut prendre quand même beaucoup de temps, surtout si on est précis, etc. Et smoother des choses qui sont oblongs comme ça, souvent ça génère des problèmes. Donc je vais vous montrer un outil qui permet de faire ça assez facilement. Et on va faire ça à partir du
blocking du thorax. Donc je vais dupliquer le blocking du thorax, je le fais passer tout en dessous, je vais le mettre dans un nouveau dossier. Alors, la première chose que je vais créer, c'est le plexus. Bon, le plexus, pas de grand secret. On fait un extract de la partie qu'il y a ici au centre. On accepte. On active le Dynamesh assez rapidement. Et on commence à sculpter le thorax. Encore une fois, tous les outils que vous avez utilisés pour faire l'exercice des têtes et l'intégration de la tête, c'est ce que vous allez encore utiliser ici à 99%. Hein. Vous voyez que les autres outils, c'est des manières de créer de la géométrie, mais au niveau sculpture elle-même, on ne voit pas de nouveaux outils. Donc, une fois que vous avez créé vos nouveaux objets, vous utilisez les outils que vous connaissez déjà pour faire les moyennes fréquences, pour rajouter les détails, etc. D'accord, donc ici je rajoute les moyennes fréquences, puis je rajoute un peu de géométrie en faisant une subdivision. Avec le BIN, je vais faire un inflate ici et des petits trous. Donc c'est un inflate négatif pour faire les trous. Oui, oui. Alors le Dynamesh, c'est quand tu es au niveau du sketch et que tu veux faire évoluer ta forme. Une fois que tu as ta forme, que tu ne vas plus changer, ou tu ne vas plus refaire des cornes, pour ajouter des définitions, quand tu as besoin de rajouter des détails, tu subdivises. C'est mieux d'utiliser la subdivision quand tu rajoutes des détails. Comme ça, si tu veux rechanger ta forme pour ajuster, tu te mets au niveau de subdivision le plus bas, parce que c'est plus facile, que quand tu as plein de détails. Tandis que si tu rajoutes du détail avec ton Dynamesh, tu n'as plus accès à une version moins, moins définie et c'est plus compliqué à contrôler. D'accord? On verra en Q2 que pour faire des objets extrêmement propres, avec des hautes définitions, etc., ce sera toujours des subdivisions avec que des quads. Et on aura d'autres outils pour transformer notre Dynamesh avec des triangles, etc., en objet de base avec des quads. C'est le Z-Remesher. Mais ça, on verra après, parce qu'il y a aussi des outils de projection pour récupérer la sculpture qu'on a faite dans un objet très simple. Donc tout ça, on verra en Q2. Mais là, pour le moment, on peut utiliser juste du Dynamesh subdivisé pour finaliser les op, parce qu'on ne rajoute pas beaucoup de détails en fait. Ça va? Donc voilà, je ne vais pas refaire la sculpture du plexus parce que vous avez déjà, vous connaissez déjà comment ça fonctionne. Donc je vais dupliquer celui-ci et le mettre ici. Voilà. Ok. Donc j'ai mon plexus qui est sculpté. Eh bien, ici au niveau du thorax, je vais pouvoir utiliser un outil qui va faire des os oblongs de manière beaucoup plus simple. Par exemple, c'est le Curve Tube Snap. Donc c'est B, C, G. Alors, le Curve Tube Snap s'utilise sur un base mesh qui n'a pas de subdivision. Donc si vous avez fait un divide sur votre cage thoracique par exemple, il va vous dire ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il vous le dit ici. D'accord? Donc CTRL Z. Si vous avez fait une subdivision, vous pouvez... Attendez parce que il faut que je dise que je suis occupé dans mon truc. Hop, occupé.
Attendez 2 secondes, hein, je réponds à ma copine Corinne. Vous avez le choix entre faire 2 choses. Soit vous venez en subdivision 1 et vous faites un delete ailleurs, soit vous restez en subdivision 2 et vous faites un delete lower. Dans les 2 cas, vous supprimez les subdivisions. Ça va? Du coup, on peut utiliser l'outil. Et donc l'outil vous permet de dessiner une spline qui suit la forme de votre objet et qui va créer un cylindre, puisque c'est un tube, d'accord? Puisque Curve Tube Snap, ça crée des tubes. Vous pouvez changer la taille de votre pinceau et recliquer sur votre objet pour modifier la taille du tube. Donc là, je vais faire un truc, voilà. Là, ça va me permettre c'est de la matière qui va me permettre de faire la clavicule, par exemple. Une fois que c'est fait, pour le séparer dans un nouvel objet, c'est un split unmask. Pourquoi? Eh bien parce qu'on voit que quand on dessine le tube, le support devient masqué et le tube ne l'est pas. Donc on peut faire un split unmask point. Et là maintenant, on a un nouvel objet, tube. D'accord? Donc c'est un objet super low poly en forme de tube qui va nous permettre de travailler plus facilement sur, dans ce cas-ci, la clavicule. D'accord? Alors comme c'est très low poly, je vais rajouter 1 ou 2 subdivisions. Et puis avec mes outils de sculpture, je vais continuer à travailler. Alors, S, spirale. Pourquoi est-ce que quand je... C'est G maintenant. Ok. Vous voyez l'outil spirale, très utile pour venir courber des bidules. C'est le seul nouvel outil qu'on voit en fait. Hein. Et BIN pour faire des petits inflates à certains endroits. Et du DAM standard pour venir rajouter des moyennes fréquences. C'est un peu toujours le même genre de travail qu'on va faire. Ok, toujours bien travailler dans toutes les vues quand vous travaillez sur vos objets. Une petite subdivision, un petit coulissage et on a notre élément. D'accord? Les côtes c'est pareil. Donc les côtes, on va pouvoir aussi les extraire à partir de la cage thoracique. Donc ici je vais cacher les bras pour pouvoir travailler sur la cage thoracique facilement. Et je reprends ma brush Curve Tube Snap. Et ici je vais vous montrer que vous pouvez faire plusieurs courbes. Alors quand il y a le petit tendon rouge, c'est-à-dire que vous pouvez continuer la courbe. D'accord? Donc ici par exemple, je vais faire... alors s'il y a une courbe que vous voulez supprimer, vous allez simplement dans Stroke, Curve Function, Delete. Et ensuite vous pouvez faire votre nouvelle courbe. Alors quand une courbe est réalisée, vous pouvez continuer à travailler quand le petit tendon rouge est disponible. Et donc vous pouvez faire votre courbe en plusieurs morceaux. Une fois que vous voulez valider une courbe, vous cliquez sur l'objet de support et ça crée un mesh qui est toujours attaché à votre objet. Et donc là, ça permet par exemple de sketcher plusieurs côtes en même temps.
Alors il y a moyen d'ajuster la courbe sur le mesh directement. Donc avec le pinceau bleu ici, c'est un pinceau différent du pinceau rouge, vous pouvez ajuster la courbe. Mais moi je préfère ne pas trop toucher à ça et ajuster le mesh une fois qu'il est extrait. Parce que regardez là, si je tire ici, ben, ça tire de l'autre côté en même temps. Et donc c'est un peu plus compliqué je trouve à ajuster. Donc ici je valide. Et je vais dessiner la dernière côte ici sur le bord du... Alors vous pouvez utiliser ça pour faire des lacets, pour faire tout ce qui est un peu tubulaire finalement. Vous pouvez utiliser ça pour le faire, hein. Si vous avez besoin de ramener de la géométrie de ce type-là, bah, vous pouvez le faire avec cet outil-là. Oui, si tu veux, tu peux, ouais. Mais ça veut dire qu'il faut un support pour la dessiner. Parce que si tu n'as pas de support, ça fait des lignes droites en fait. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu aies un blocking avec un 2 courbé qui te permette d'un coup de faire un beau tube pour la colonne vertébrale. Encore une fois, dans cette brush, il y a 1000 façons de faire une chose, la même chose. Et chacun, avec sa sensibilité et sa manière de voir comment utiliser les outils, va faire cette chose-là à sa manière en fait. Ça va? Donc quand je vous montre ici euh, voilà, comment créer le squelette, c'est une manière de le faire, mais il y a autant de manières de le faire qu'il y a d'artistes qui utilisent cette brush quasiment. Ça va? Et vous allez voir qu'en fonction de ce que vous allez produire, de comment vous allez apprendre cette brush, des tutos que vous allez aller voir sur le net par vous-même quand vous voulez apprendre à utiliser tel ou tel outil, vous allez enrichir votre propre manière de faire et ça va devenir votre manière de sculpter dans cette brush en fait. Mais oui, effectivement, tu peux utiliser ça comme tu veux. Alors, euh, ici, on se retrouve avec un objet, avec plusieurs sous-objets dessinés à l'intérieur, dont certains sont masqués et d'autres pas. Comment splitter ça? Eh bien là, on va encore utiliser les subtools. Souvenez-vous, quand on avait fait la pile de tête, on avait déjà eu un petit aperçu des subtools. Là, je vais enlever les masques et je vais activer les subtools. Là, on voit que déjà, chaque côte a une couleur différente, donc c'est un subtool différent, et que la cage thoracique est dans un subtool différent. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a déjà reconnu les subtools. Si jamais il ne les a pas reconnus, et qu'on se retrouve dans un cas de figure où on a ceci, tout est dans le même subtool, on ne sait pas reconnaître les différents éléments. Eh bien, ici, vous avez l'icône Autogroup qui permet de reconnaître chaque objet inséré dans un autre objet. Donc chaque objet complet inséré dans un autre est reconnu comme un polygroupe différent et avec CTRL-SHIFT, avec Select Rect, eh bien on peut isoler les subtools, d'accord? Et on peut par exemple extraire toutes les codes d'un coup en faisant un split hidden. Et du coup je me retrouve ici avec un objet avec toutes les codes qui sont dedans. Bon, ce sont des tubes qui sont très low poly encore une fois, donc je fais quelques CTRL D. Avec le move, maintenant j'aurais bien inséré les côtes à l'intérieur du plexus. Alors comment faire un move? Donc BMV en ne bougeant qu'une côte à la fois. Et bien ici, comme ce sont des polygroupes différents, on peut utiliser un move spécial qui s'appelle le move topology. Move topological ici. Et ce move-là, même si ce sont des objets qui sont dans un même polygroupe, reconnaît les subtools à l'intérieur et vous permet de faire des moves sur des objets qui sont à l'intérieur d'un même subtool. Donc ça c'est assez pratique pour ne pas devoir séparer chaque code dans un objet
différents pour pouvoir les bouger ou devoir masquer chaque côte ou cacher chaque côte pour faire les différentes modifications. Ça va? Là, on va rajouter les moyennes fréquences pour que ça s'insère correctement dans les différents éléments. On verra, bon ici la colonne vertébrale, ce sera fait assez facilement, mais bon, ici vous dites, oui, bon ok, c'est beau des boudins, mais j'aimerais bien avoir des petits biseaux qui viennent apparaître dans la colonne vertébrale. Donc je vais prendre du trim dynamique et je vais commencer à aplatir ça. Le problème, c'est que c'est difficile d'avoir quelque chose d'assez précis. Eh bien, ici, avec l'outil trim dynamique par exemple, on peut activer un support du trait. Et donc dans Stroke, Lazy Mouse, on peut activer le Lazy Mouse et mettre le Lazy Radius à 30 par exemple, enfin 29, et commencer à dessiner. Et là on voit que on a un outil qui nous permet de faire un trait qui est beaucoup plus stable. Et donc ça permet de contrôler un petit peu plus le travail de notre sculpture. Et donc on peut biseauter en contrôlant ce qu'on fait plus facilement. Alors, vous pouvez utiliser les Imos avec absolument n'importe quel outil de ZBrush. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire des dessins aux dames standards, des gravures sur le squelette aux dames standards, et que vous avez besoin de quelque chose de très précis, vous pouvez aussi utiliser le Lazy Mouse. Oui. Oui, tout à fait. Encore une fois, il y a 1000 manières d'y arriver. Ouais. Ok, donc je rajoute une subdivision et là on voit que c'est bien maintenant bien biseauté. Ça va? Alors dans l'exemple, j'avais fait autre chose, j'avais fait j'avais séparé les côtes du cartilage. Ça, c'est vous qui choisissez, hein. D'accord? Vous faites absolument ce que vous voulez. Vous voyez que j'ai fait un extract aussi des omoplates à partir de la cage thoracique. Là aussi, vous stylisez ça exactement comme vous le souhaitez, hein. Exactement. Donc ici, moi, je montre tout, parce que il y a tous les cas de figure dans vos projets. Mais si votre cage thoracique n'est pas visible, vous ne la sculptez pas. Si vous avez juste le dessus de la cage thoracique qui est visible, bah, vous sculptez juste le dessus. Donc là, c'est vraiment en fonction de vos besoins que vous allez sculpter les éléments ou pas, hein. D'accord? Donc effectivement, perdez pas du temps à faire un bassin s'il a un pantalon et qu'on ne voit pas le bassin. D'ailleurs ici, pour terminer, je vais dupliquer à nouveau cette partie-ci. Je vais la transférer dans mon autre dossier thorax, puisque je voulais vous montrer comment aussi boucher les trous au niveau du thorax. Donc là, j'ai mon blocking de thorax qui va me servir de bouche-trou. Donc j'ai pas envie de faire un low poly qui va ressembler à ça. Pourquoi? Parce que je vais devoir faire une retopo autour de chaque os. Ça va me prendre des plombes et ça va me prendre la blinde de polygones. Pour vous montrer un petit peu les objectifs, au niveau... C'est un projet qui date d'il y a un petit peu plus longtemps, donc j'avais vraiment été super low poly.
ici je vais montrer la sculpture high poly, donc c'est la normal map, on voit qu'il n'y a pas de trou, d'accord, dans la cage thoracique. Entre les côtes, c'est bouché, d'accord. Si vous voulez voir le low poly de ce machin-là, il y a 3 polygones, quoi. D'accord, c'est la normal map qui fait tout. Pourquoi? Parce que le budget pour la totalité du personnage, c'était 1000 triangles, je pense. Donc c'était super low poly. On voit que, par exemple, à l'intérieur du bassin, il n'y a pas de trou non plus. C'est bouché aussi. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'avant-bras. Donc on va boucher les trous pour pouvoir faire des low poly qui recouvrent les objets comme des gros blocs. Euh, donc ici, j'avais fait... Oui, c'est pas parce que je sépare les objets pour les sculpter facilement. Donc là, j'avais séparé la mâchoire inférieure, les dents et la mâchoire supérieure et le crâne. C'est pas pour ça que je vais les séparer dans des objets low poly. Ici, j'ai becqué plusieurs objets dans un seul low poly et il y avait un bloqueur pour l'intérieur de la mâchoire. Mais si je sépare les objets dans mon fichier ZBrush, c'est juste pour que ce soit plus facile à sculpter et plus joli. D'accord? Donc pour mon objet final, je mettrai un bloqueur aussi à l'intérieur du trou ici, mais qui va s'intégrer bien proprement avec les autres éléments. Je garde les dents séparées, ça me permettra juste de texturer plus facilement. Parce que le fait d'avoir séparé les dents, je pourrais faire une ID map. Ça on n'a pas encore fait. Ça fait partie des nouvelles choses qu'on va pouvoir faire, c'est que on va donner une couleur aux objets dans ZBrush, et on va générer une ID map. Ça veut dire que pour texturer, on ne devra pas faire un détourage des dents, on va cliquer sur la couleur des dents et ça va remplir d'un matériel. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir des objets séparés. Je pourrais mettre des couleurs séparées pour le plexus, les objets de cartilage et les côtes. Dans ZBrush, je vais mettre des couleurs sur les objets et je vais calculer une map qui va me permettre de facilement euh, euh, remplir ces objets-là en fait. Ce sera des color codes, ouais. Ce sera vert flashy, jaune flashy, pour que ce soit piquable facilement. Et on va remplacer ça par couleur d'os, couleur de cartilage, facilement. Ça va? Ça, si vous voulez, je peux vous montrer un exemple. Waouh! Adobe Substance. Substance 3D. Oh. Ah, je suis obligé de me connecter maintenant. Hmm. Attendez, parce que là, je suis en train de chercher mon mot de passe pour Adobe. J'ai mis le bon, hein, monsieur.
Donc, Adobe, ouais, hop, substance, pouf. Donc ici, je vais aller ouvrir un ancien projet. C'est pour vous montrer un petit peu le lien entre ce qu'on est en train de faire et donc je vais prendre le projet de cette année-là, Basic Art Frankie. On a donc Painter ici, Frankie Color, on va prendre le dernier. Color, autosave, color demo, pouf. Okay. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'objet texturé est composé de plein de... Je vais mettre un matériau gris. Ok, c'est composé de plein de mèches iPoly différents, d'accord? Chaque petite trait ici de couture, c'était un morceau de iPoly. La manche était séparée de la veste. La pochette ici, c'est un objet iPoly différent, etc. Si je viens peindre ici, on voit que le low poly, c'est vraiment très low poly. Hein. D'accord? Il n'y a absolument rien au niveau du low poly qui vient montrer qu'il y a des traits de couture. Il n'y a rien au niveau du low poly qui vient montrer la couture ici. Bon, on a un petit support ici au niveau de la bordure de la pochette, mais pas grand chose, d'accord? On voit aussi ici que on recouvre bien tous les éléments. Eh bien, pour pouvoir texturer ça facilement, eh bien, je peux ajouter un choix de couleur. Et dans... Alors, c'est... En français, c'est une horreur. Je ne sais même pas où il faut aller. Fenêtre, vue, d'accord. Je suppose que c'est paramètres, pas du tout. Ah ouais, propriétés sont là, d'accord. Bon sang. Ok. Voilà. Voilà. Super. Tiens, on ne peut plus changer la taille de... Ah si. Donc, vous voyez que ici, j'ai créé un masque, hein, d'accord, sur le layer. Je peux sélectionner une couleur, en fait. Et vous voyez l'ID map. Et l'ID map, en fait, c'est des couleurs... En fait, dans ZBrush, j'ai mis du rose fluo sur tout ce qui était os, par exemple. D'accord? Et donc, quand je viens sélectionner ma map, ben, je peux mettre du blanc sur l'os. Et donc maintenant, tout ce qui est os est en blanc, parce que j'ai fait un masque. On peut faire un masque en rajoutant plein de couleurs. Donc là, j'ai mis le rose. Mais je peux mettre aussi, par exemple, je sais pas moi, le truc métallique est blanc. Donc là, j'ai le rose et le truc métallique. Si j'enlève le rose, il n'y a plus que le truc métallique qui est blanc. Et donc, facilement, je peux venir texturer ceci. Et cette map de couleurs, elle est réalisée grâce aux différents objets de ZBrush qui auront une couleur séparée différente dans ZBrush. Donc dans ZBrush, on va déjà mettre plein de couleurs aléatoires, mais différentes les unes des autres pour pouvoir les piquer correctement. Ça va? Donc c'est aussi ça l'objectif, de séparer son objet en plein de morceaux, c'est de pouvoir facilement texturer l'objet derrière. Ça va? Vous voyez un petit peu où on va?
Et donc, comme je vous le disais, on va aussi travailler sur la partie ici, donc le DAM standard. Je vais utiliser l'outil stroke sur le DAM standard, donc du lazy mouse à 30. Comme ça, sur cet outil blocking, je peux plus facilement venir créer. Alors encore une fois, toujours bien vous mettre en transparence et en ghost pour pouvoir sculpter en dessous de ce qui est affiché. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir le même genre de problème au niveau de ce que je viens d'avoir là au niveau du résultat, c'est-à-dire des artefacts qui apparaissent parce que la broche ne sait pas accéder à votre mesh quand il est caché par un autre mesh. Donc ça c'est pour la normal map. Je viens faire des légers creux ici à l'intérieur. Je pourrais les préciser plus tard, hein, mais je vais enlever peut-être les bidules, les omoplates. Et je viens aussi creuser. Creuser par exemple ici au niveau de la partie supérieure ici. Donc je vais garder une petite bordure, mais le reste, je vais l'enfoncer vers l'intérieur. Alors pour l'enfoncer vers l'intérieur, je pourrais juste intervertir et prendre l'outil Move. D'accord, et renfoncer ça vers l'intérieur, mais on voit que c'est pas très précis. Il y a une autre manière de le faire. Là, je corrige un petit peu le masque. Donc là, je floute mon masque en faisant des contrôles-clics dedans. Et pour le faire de manière uniforme, eh bien, dans Déformation, il y a une tirette inflate. Et au lieu d'utiliser une brush inflate ou du move, on peut faire un inflate, soit positif, soit négatif. Et là, je pousse les faces vers l'intérieur. Comme ça, je suis sûr que c'est fait avec la même puissance partout. Et je crée le trou que je veux exactement. Pareil ici, je vais prendre le masque lasso. Donc je vais sélectionner cette partie-ci. Je vais remontrer. Donc flouter les bords, c'est des contrôle-clics à l'intérieur du masque. On peut intervertir et flouter l'autre bord aussi. Donc ça se floute de part et d'autre en fait. Clic la pointe normale, ouais, clic gauche. Contrôle-clic. Et donc ici aussi, un inflate négatif. Et puis je viens smoother un petit peu tout ça pour que ce soit plus joli. Et donc là, j'ai l'intérieur de ma cage thoracique qui va me servir de bloqueur. D'accord? Donc ce sera noir. Et ça viendra servir de bloqueur à mon high poly pour justement pouvoir créer mon low poly. De manière plus facile. Ça va? Encore une fois, important de dupliquer vos éléments de blocking pour faire ça, parce qu'une fois que vous les avez plus, pour la suite du travail, donc ce que je vais montrer maintenant, donc c'est L pour activer le lazy mouse et le désactiver. Ici, je vais repartir du blocking complet pour faire des habits. D'accord? Donc ça, c'est comme ça, je peux avancer un petit peu dans la théorie sur les vidéos.
Euh, et comme ça, ceux qui veulent prendre de l'avance, bah, vous pouvez aussi. Voilà, donc là, avec ce que j'ai montré aujourd'hui, tout ce qui est os, vous pouvez le faire sans problème, d'accord? Là, on a vu les bras, on a vu la tête, on a vu le thorax. Pour les jambes, c'est la même chose que les bras. Euh, bon, les mains, on verra plus tard, mais la colonne vertébrale, bah, avec les outils que j'ai montrés, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Soit faire une vertèbre, comme vous auriez fait une dent, et la redéplacer, soit sculpter chaque ligne en fonction de ce que vous préférez, de ce que vous préférez faire, en fait. Oui, c'est ça. Tu peux. Non, c'est ça. Tu peux faire une belle vertèbre et la dupliquer pour faire toute ta colonne. C'est d'ailleurs ce que ton camarade derrière toi a fait. Maintenant, comme pour les dents, toi tu l'as fait en sketch, donc la vertèbre elle n'est pas très définie. Si vous voulez gagner du temps, faites déjà une belle vertèbre, comme ça quand elle va dupliquer, il n'y a plus besoin de travailler dessus, peut-être juste la spécifier aussi pour qu'elle soit plus large, enfin que la forme globale soit différente, mais si vous faites une belle vertèbre, après vous avez fini votre colonne vertébrale, quoi. Donc toi dans ton cas, comme c'était du sketch, c'était pour pouvoir faire ton sketch rapidement, mais tu vas pas maintenant aller sculpter chaque vertèbre, tu vois, il va falloir en recréer une et la redéplacer. euh, euh, alors, moi ici je les mergerai une fois que j'ai fait ma colonne. Pourquoi? Bah, pour déjà, pour leur donner leur forme courbe, pour faire plus fin au niveau du cou, plus large au niveau du dos, plus fin au niveau des lombaires. Parce que ça, j'ai envie de le faire à la broche avec toutes les vertèbres ensemble. Oui, les vertèbres ensemble. Donc oui, comme les dents, comme j'ai fait pour les dents. Ouais. Ouais, parce que si tu dois chaque fois en plus faire la courbure de chaque, etc., ça devient vite compliqué. Tandis que si tu fais juste une colonne droite, puis que tu soudes tout, et puis que tu viens la tordre et la mettre bien, bah, tout va bien se mettre et ça va être fort organique comme, euh, comme, comme colonne en fait. Ok, les habits. Donc, comme je vous l'ai montré dans le personnage ici dans Substance, pour faire les habits, vous pouvez séparer les manches de la partie du tronc. Vous pouvez séparer le col de la partie du tronc, etc. Parce que dans la réalité, ces éléments-là sont séparés par des coutures. D'accord? Et donc ça veut dire que si vous séparez ça, eh bien, dans votre normal map, ben, la couture, ça deviendra un objet, enfin, ce sera une couture aussi qui se verra dans la normal map. Ça vous permettra aussi de colorer, de changer légèrement les teintes. Par exemple, ici, on voit que la teinte de la manche est légèrement différente de la teinte de la veste. Euh, et donc, ça vous permet justement de faire ce genre de choses-là facilement si vous séparez les manches, par exemple, donc là, je vais lui faire son t-shirt. Et pour faire un t-shirt, eh bien, je vais repartir du blocking, de la cage thoracique, par exemple. Alors ici, je vais vous montrer, donc je vais dupliquer ceci, je vais repartir tout en bas, voilà. Donc je repars du blocking, mais comme il y a un petit peu plus de volume au niveau de la cage thoracique avec les os que j'ai rajoutés, eh bien, ceci, je vais le faire gonfler un petit peu pour déjà qu'il englobe un maximum de ce que j'ai fait. Donc, pour faire gonfler, encore une fois, je prends dans Déformation le Inflate et je viens gonfler un petit peu mon objet pour qu'il prenne euh, toute, la, toute la zone qui est ici. Ensuite, je me remets en transparence et en ghost et avec Control, je viens chercher le Mask Pen et je viens dessiner la forme du t-shirt.
Alors, quand vous faites un extract, il prend la résolution de votre mesh qui est en dessous de votre extract. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un mesh avec énormément de résolution, votre extract va être extrêmement haute définition. C'est pas toujours ce que vous voulez. Donc peut-être que parfois, il suffit de diminuer un peu la résolution du mesh de base ou augmenter parfois, quand vous avez besoin de plus de définition, la définition de votre mesh de base si vous voulez quelque chose de plus précis. Ok. Alors, si je veux faire un t-shirt complet, je peux aussi décider de modifier mon blocking. D'accord? Donc, BMV. Je peux aussi décider de modifier mon blocking pour lui faire un t-shirt complet. D'accord? Donc ça, c'est vous aussi qui adaptez votre blocking à vos besoins. Donc ça, vous le verrez après, en fonction de vos besoins. Donc ici, eh bien, on va faire les extracts. Donc je fais un extract, et cette fois-ci, on va voir quelques notions de Z-modeler pour justement créer l'épaisseur. Pourquoi? Parce que faire un extract pour des habits, le plus simple, c'est de faire un extract en épaisseur 0. Quand on fait un extract en épaisseur 0, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une plaque qui n'a pas d'épaisseur. Donc il n'y a qu'une épaisseur de face. Si vous voulez voir les faces internes, vous pouvez le faire en faisant un... Alors il est où? Display Properties, voilà, et vous mettez en double face. Et là, on voit les faces intérieures. Ça va? Vous voyez que quand l'extract est fait en simple face, les bordures restent blanches. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas masquées. Et vous voyez qu'en fonction de la résolution que vous avez utilisée pour faire votre extract, vous allez avoir plus ou moins de pétouilles. D'accord? Plus c'est bas, plus vous aurez des trucs un peu irréguliers. La première chose qu'on va faire, c'est essayer de cleaner ça, pour que ce soit déjà plus propre. Eh bien, toujours dans Déformation, vous avez un Polish. Alors, Polish, par défaut, le petit rond est activé, vous le laissez activer, et quand vous faites un Polish, vous voyez que vous lissez déjà les faces qui ne sont pas masquées. Si vous faites un Polish by Feature, en cliquant sur le petit rond, vous allez voir que ça va devenir vraiment très propre. Et là, on voit que rien qu'en faisant un petit Polish by Feature sur l'objet extrait, on a déjà quelque chose de très propre au niveau de la base. Ça va? Alors, autre objectif maintenant, c'est rajouter une épaisseur. Eh bien, pour rajouter une épaisseur, on va passer par le Z-modeler cette fois-ci. Et pour utiliser Z-modeler proprement, on va transformer notre extract en mesh low poly très propre. Comment fait-on ça? Eh bien, dans géométrie, on a le Z-trimesher. On va mettre le Z-trimesher à 1, c'est-à-dire qu'on va mettre 1000 quads par moitié, et on clique sur Z-trimesher, et il fait une retopo. C'est comme s'il allait dans 3D Code et qu'il faisait une retopo avec des quads. On peut faire un Z-trimesher sur un Z-trimesher, parce que là, par exemple, j'ai envie de baisser un petit peu, 0.25, et il le fait sans problème. Bon, là, il a fait des trous. Donc là, je ne vais pas lui en demander trop, 0.5, et là, il me fait un truc bien propre. Ça, c'est ce qui va me permettre de travailler proprement sur l'épaisseur. Comment va-t-on faire ça? Eh bien, on va aller chercher le Z-modeler, BZM. Et le Z-modeler, en fait, c'est un outil de modélisation low poly dans ZBrush qui permet donc de travailler au niveau des points, au niveau des faces et au niveau des edges. Et donc si je survole un point et que je clique sur espace, j'ai accès à tous les outils qui modifient les points. Si je clique sur l'edge et espace, j'ai accès aux outils
qui modifie les edges. Et ici, j'ai besoin de modifier les faces. Donc je clique sur espace à partir d'une face, et je vais faire un extrude all polygone. Et quand j'extrude tous les polygones, eh bien, il me fait une épaisseur, et vous voyez qu'il crée une épaisseur super propre, en générant aussi des polygroupes. D'accord? C'est-à-dire que ZBrush reconnaît l'intérieur, la bordure et l'extérieur des faces. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'intérieur, mais je ne veux pas cette fois-ci extruder tout. Je veux extruder juste l'intérieur. Donc au niveau de la face, je clique sur espace et je fais un extrude, juste le polygroup all, pour n'extruder que l'autre polygroupe vers l'intérieur. Ça va? Et là, j'ai créé l'épaisseur de mon habit. Alors ici, c'est un petit peu trop, donc voilà. C'est un peu cartoon, donc je fais des trucs bien épais. Quand on fera l'objet à haute définition, eh bien on verra que on pourra faire des choses beaucoup plus fines aussi. Comme c'est low poly, eh bien je peux facilement, avec le move, venir ajuster ça. Venir faire pendre un petit peu plus l'histoire. D'accord? Donc ça, on essaye de... Donc ça, c'est un autre nouvel outil qu'on voit. C'est le Z-Modeler qui vient... Le Z-Remesher qui vient créer des quads sur votre mesh, qui vient faire de la retopo en quelque sorte. Et le Z-Modeler qui vient donner l'épaisseur qui permet donc d'éditer le low poly du Z-Remesher. Alors, si je subdivise ceci, on voit que les bordures sont toutes floutées. Et ça devient un petit peu trop mou. Nous, on a envie de garder la structure. Donc, je fais du CTRL Z. Comment va-t-on... Ça, c'est un nouvel outil aussi, mais c'est important de bien connaître cet outil-là, puisqu'on va utiliser aussi cet outil-là pour faire les ceintures. Comment va-t-on faire des subdivisions tout en gardant des edges bien sharp au niveau des bordures? Bien, comme je vous l'ai fait remarquer, on a des polygroupes. Donc on va pouvoir utiliser les polygroupes pour faire ce qu'on appelle un crease. Un crease, c'est quoi? C'est dire à une edge qu'elle ne doit pas être smoothée quand elle est subdivisée. Le crease, c'est dans le menu crease de géométrie. Et l'option qu'on va utiliser, c'est un crease polygroup. Si je crease polygroup, on voit que maintenant les edges sont dupliqués au niveau visuel. Ça veut dire que maintenant, quand je subdivise, ça n'est plus smoothé. Si je subdivise plein de fois, ça n'est jamais smoothé. Donc là, j'ai plein de définitions, mais ce n'est jamais smoothé. Et ça, bah, on sent le côté 3D. D'accord? Moi, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie que la première subdivision soit creasée. Ensuite, je fais un uncrease all. Et après, je fais des subdivisions sur le reste. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose de légèrement creasé. Et c'est ça que je veux comme résultat pour le look de mon personnage. Si je ne suis pas satisfait, CTRL Z, donc c'est creasé, je divise une fois, je divise deux fois, je fais un uncrease all après les deux fois, et puis je divise encore une fois ou deux. Et là, j'ai un autre résultat, légèrement plus creasé, mais toujours aussi... qui correspond toujours à ce que je veux. D'accord? Donc ici, j'enlève le crease après une subdivision, et je refais deux autres creases, puisque c'est ça que je veux. Ça va? Et après, je peux continuer à modéliser. Bon, là, c'est tout ce qui est pli, etc. Au revoir. Tout ce qui est pli, etc., on verra... Bah non, on va voir maintenant, hein. On a encore du temps. Alors, c'est important, quand on travaille sur des plis, de travailler avec des subdivisions. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas rajouter la même information au niveau des différents niveaux de subdivision. Donc on va prendre un niveau de subdivision relativement bas, et avec la brush standard,
on va créer les flots. Là, c'est déjà trop haut. Pourquoi est-ce qu'on prend un niveau de subdivision qui est très bas pour créer les flots? Ben parce que quand on smooth à un niveau de définition qui est très bas, on intègre le flow parfaitement dans le modèle. Les flows, souvenez-vous, vous les avez étudiés sur votre concept. On en avait parlé au niveau du cours de concept. Donc il y a certains flows qui sont des flows qui vont suivre la forme, d'autres flows qui seront des flows qui vont suivre le fait que ce soit compressé, etc. Ici, au niveau du centre de l'objet, je vais enlever la symétrie pour pouvoir sketcher quelque chose qui n'est pas trop symétrique. Et je vais essayer de faire en sorte que mes flows soient joints les uns aux autres. Donc il y a mon flow de forme ici, le flow qui vient de la zone qui est posée sur l'épaule là au-dessus. Et donc je fais la jonction entre les deux. Et là, l'objectif, c'est vraiment de trouver comment les flows vont se dessiner. Et vont se joindre les uns aux autres. Alors, tout ce qui est à bipendant, au niveau des flows, on va toujours faire ça avec du masque lasso. Du floutage et du move ou du rotate. D'accord? Donc on va placer le point de pivot avec Alt là où on veut. Et là on va faire une petite rotation. Pourquoi? Parce que comme ça on a vraiment le bord qui est bien, qui gondole bien. Donc c'est ça qu'on veut. Hein. On veut créer des flows avec les bords qui gondolent et qui viennent naître à partir d'un élément ici un endroit de la géométrie. Donc ici pareil, je vais faire un... Alors là on fait varier les épaisseurs, donc je smooth. Et ici avec le move, je vais me placer avec Alt au bon endroit. Okay, et on voit l'aspect gondolage qui apparaît. Et donc là, c'est comme ça qu'on va créer nos flows. Ici, je vais en faire un petit peu plus serré. Peut-être que celui-là, il va remonter un petit peu plus vers les autres flows pour que ça corresponde avec mon... Donc là, en rentrant vers l'intérieur, je vois que c'est pas une bonne idée. Donc je vais plutôt sortir vers l'extérieur. Ok, et là j'ai un flow qui est un petit peu moins smooth. Attention quand vous smoothez, ne jamais venir smoother le bord, sinon vous allez avoir des bords qui sont moins tendus en fait. Ici je profite aussi du côté fort échancré des autres flows pour venir insérer un flow là à l'intérieur. Attention aussi si vous avez des habits qui sont fort marqués des deux côtés, attention de ne pas... quand vous masquez, de ne pas faire un masque des deux côtés en même temps. Ok, et on peut faire des rotations aussi dans l'autre sens. Hein. Donc là, c'est vraiment gérer le naturel du flow. Et là, on voit bien qu'on commence à avoir des flows qui sont marqués au niveau de la bordure et au niveau de la sculpture. Là, j'avais oublié de flouter. D'accord, donc je vais venir ici à un niveau de subdivision adéquat pour faire un petit move pour rectifier ça. D'accord, donc première étape, identifier les flows. Deuxième étape, je montrerai ça sur d'autres, sur des pantalons, sur des manches, etc. aussi. Hein. Comme ça, vous aurez un peu tous les cas de figure. Ici, j'ai envie de faire des bretelles un peu plus fines.
Et donc c'est là l'intérêt de pouvoir travailler sur les différents niveaux de subdivision, c'est de pouvoir rajouter l'information et faire les modifications aux différents niveaux de subdivision, celle qui est toujours la plus facile pour vous pour travailler. La forme générale au niveau les plus bas, les formes intermédiaires au niveau des subdivisions moyennes et les détails au niveau des subdivisions les plus hautes. Alors au niveau des plis, une fois que vous avez établi la structure, on va prendre la broche dame standard et on va venir préciser l'intention des plis. D'accord, donc je vais venir creuser certains endroits, je vais venir rajouter des edges pour qu'on comprenne bien la structure des plis, pour ne pas que ce soit juste un coup de pinceau sur un objet, mais que ce soit vraiment des jeux d'ombre et de lumière beaucoup plus marqués. On voit aussi que j'ai laissé l'Easy Mouse, ce qui permet de faire des traits très fluides. Ici, je rajoute un peu de géométrie pour pouvoir... Enfin, je vais dans un niveau de subdivision plus haut. Et on voit que le stabilisateur de traits m'aide pour venir structurer des plis qui sont vraiment bien longs en fait. Et là, je peux aussi faire des choix au niveau de la structure, faire des angles légèrement différents, etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et je ne suis pas obligé de faire des choses symétriques non plus. Donc dans mon choix de flow ici, je fais quelque chose de légèrement différent. Et donc, cette étape-ci permet de bien structurer. D'accord ? Encore une fois, je vais prendre du trim dynamique avec du lazy mouse aussi. Pour venir créer des planes entre les différents flows. Pourquoi ? Parce que la sculpture, en fait, c'est des jeux d'ombre et de lumière. Et le fait de déterminer ces planes me permet de contrôler de manière très claire où vont les ombres et où vont les lumières, en fait. Alors on voit que j'évite de venir travailler trop ici sur les bords parce que je n'ai pas envie de déforcer ces bords-là. Donc pour tout ce qui est flow, je viens travailler vraiment ici dans le flow du... Alors pour intégrer à nouveau, un petit coup de smooth. Et là, on revient à quelque chose de plus organique tout en conservant la structure qu'on vient de faire. Et là, on n'est plus dans du coup de pinceau sur un mesh de base, on est vraiment sur un jeu de décalage, de face, d'ombre et de lumière, etc. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on va créer nos différents habits. Ceci, c'est une pièce assez simple, mais on va voir qu'on va pouvoir faire ça sur des pièces bien plus compliquées. Je vais aller jusqu'au bout de la finalisation des habits. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a créé les habits, pour les rendre crédibles, comme sur le dessin, on va aussi penser à tout ce qui est couture. Donc on va vraiment créer la couture entre deux pièces de tissu et on vient placer ça par-dessus les plis, tout à la fin, pour que ça reste cohérent. On peut faire des doublures, des épaisseurs aux bordures, etc. Alors on peut faire des trous. Donc ici pour faire un trou, je vais prendre le mask pen. Je vais faire la forme du trou.
Alors je vais faire un CTRL-ALT-clic pour faire un masque plus sharp, d'accord? Et je vais faire un inflate négatif pour faire apparaître ce qu'il y a en dessous, pour simuler le trou en fait. Donc là j'ai oublié un petit objet pour le masking, un petit truc ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette espèce de petit machin qui vient ici à l'intérieur? Ben là, on se retrouve dans le cas de figure où on travaille sur quelque chose qui est en épaisseur. Et là, on voit que j'ai pas vraiment bien fait de masque, j'ai peint sur ce qu'il y a ici à l'intérieur. D'accord? Donc là, absolument venir masquer ce qu'il y a ici à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'inflate. Par contre, au niveau du move, ici, j'enlève le bidule. Et là, on voit donc les os qui viennent ici à l'intérieur. Alors, on peut faire des déchirures. Donc, simuler les lambeaux. Encore une fois, là, je préfère travailler sur une résolution plus basse. Il y a une manifestation de tracteurs aujourd'hui. À mon avis, ce qu'on entend, c'est les policiers qui... Ok, et on va combiner tout ça donc pour faire notre modèle final. Voilà, là j'ai vu beaucoup de nouveaux outils, hein. Je voulais l'avoir en vidéo assez tôt, comme ça, ceux qui veulent avancer, bah, vous avez déjà de quoi faire les tests et de quoi me poser des questions si jamais vous rencontrez des problèmes. Je reviendrai là-dessus, sur les habits, au cours prochain, où on verra comment faire des manches, des pantalons et des choses comme ça. Ça va? On verra, on verra aussi comment faire les ceintures. Donc il y a vraiment une grève en fait. Ok, et donc on voit que petit à petit, on vient remplacer notre blocking par les différents mèches sculptés au fur et à mesure. C'est un peu l'objectif. Ça va venir remplacer, préciser, faire autant d'objets que vous le souhaitez pour faire ça. Je vais arrêter la vidéo ici.